Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine dédiée aux logements sociaux. Le dossier du jour s'intéressera au cas particulier de la Guinée. Et puis au sommaire également de cette émission, les chefs d'État de l'autorité du Liptako Gourma qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé conjointement de la mise en place d'une force militaire commune pour sécuriser leurs frontières. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies réclame de nouveau le déploiement d'une force régionale sous mandat onusien au Soudan du Sud. Le conflit qui a débuté, rappelons-le, en décembre 2013 ne semble pas trouver d'issue diplomatique pour le moment. Et puis ils sont avec nous autour de ce plateau pour décrypter ces faits qui font l'actualité du continent africain. Notre invité, tout d'abord, à ma droite, est économiste. Il s'agit d'Aboubacar Fofana. Monsieur Fofana, bienvenue parmi nous. C'est bon, merci. Et puis notre éditorialiste, bien évidemment, on ne l'oublie pas, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir aussi de vous retrouver, Mireille. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le sommet des chefs d'État de l'autorité du Liptako Gourma s'est tenu ce mardi. C'était à Niamey, au Niger. Et puis les présidents des 3 pays membres, à savoir le Niger, pays hôte, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de créer une force militaire conjointe pour assurer la sécurité aux frontières et ainsi combattre le terrorisme. C'est un reportage de notre correspondant au Niger, Sadouf Alizé Mokhtar. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso unissent leurs forces dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational. Réunis à Niamey ce 24 janvier 2017 à la 2e conférence extraordinaire de l'ALG, l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma, ces 3 pays du Sahel ont décidé d'une stratégie commune pour faire face aux défis sécuritaires. Les chefs d'État réaffirment leur engagement à soutenir le rôle actif du G5 Sahel dans la sécurisation et précisent que la force multinationale de sécurisation du Liptako Gourma, FMS-LG, est une composante de la force conjointe du G5 Sahel dont la création a été décidée par les chefs d'État lors de leur sommet tenu le 20 novembre 2015 à N'Djamena, en République du Tchad. Le Liptako Gourma est une région située à cheval sur les frontières communes Burkina Faso, Mali et du Niger, couvrant une superficie de 370 000 km². Issoufou Mahamadou du Niger, Rochmark Christian Kaboré du Burkina Faso et Modibo Keïta, Premier ministre du Mali, ont ainsi adopté la révision du traité constitutif de cette organisation. Selon les chefs d'État, cette révision permettra au pays de relever les défis, principalement ceux de la paix, de la sécurité dans la bande sahélienne. Nous avons décidé nous-mêmes de prendre l'initiative de cette évolution, de la mutualisation de nos moyens de renseignement, de nos capacités opérationnelles pour faire face à la situation sécuritaire dans cette zone. C'est sous notre impulsion que nos experts, nos chefs d'état-major et nos ministres se sont réunis et nous ont fait les propositions par rapport au concept opérationnel qui doit être utilisé pour le retour de la sécurité, pour endiguer l'insécurité dans cette zone du Liptako Gourma. Plus ancienne institution de coopération de la sous-région, l'autorité du Liptako Gourma est une organisation créée en décembre 1970. Elle a pour mission de promouvoir et mettre en valeur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et agro-pastorales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Alors, il y a quelques jours, un attentat suicide au Mali faisait au moins 70 morts. Le 15 janvier, c'est le Burkina Faso qui a été victime d'une attaque terroriste. Et puis, au sud-est du Niger, c'était ce samedi 21 janvier, 2 soldats étaient victimes d'une attaque de Boko Haram. Jean-Marie, cette zone, on vient de le voir, en tout cas, je viens de le rappeler, est particulièrement dangereuse. La coopération militaire était donc une nécessité. C'est non négociable. Il faut coopérer conjointement. C'est une nécessité. En Afrique aujourd'hui, on a vu les dégâts que fait le terrorisme. Aucun pays en Afrique aujourd'hui, même dans le monde, même dans les pays occidentaux, vous avez cette coopération-là.
Et cette coopération-là est nécessaire pour endiguer, c'est-à-dire la progression et l'installation, la sédentarisation de ces forces-là. Il est important que les pays puissent mutualiser leurs moyens. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. On a vécu l'expérience du Cameroun. Vous vous souvenez qu'au départ, quand Boko Haram est apparu au Niger et quand ils ont commencé à s'infiltrer vers le Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, c'était le président Goodluck Jonathan qui était là. Le Cameroun avait demandé un droit de poursuite, si vous voulez, à l'intérieur, si vous voulez, du Nigeria, mais les Nigérians avaient refusé. Ce qui a laissé le temps à Boko Haram de pouvoir peaufiner des stratégies, de s'installer de manière durable. Et après, quand on a mis en place une force multinationale, on avait du mal, si vous voulez, à déloger ces gens-là. Alors que si la contre-attaque des forces armées régulières avait eu lieu assez tôt, on aurait pu indiquer très très rapidement, si vous voulez, le mouvement de Boko Haram. On n'aurait peut-être pas eu autant de victimes qu'on avait eu. Donc cette coopération-là, c'est une coopération louable. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les pays africains ont compris aujourd'hui que la dimension sécuritaire n'est pas une dimension, si vous voulez, qui relève uniquement de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est là, mais il faut des coopérations. Sans ces coopérations-là, on ne peut pas éradiquer le terrorisme en tant que tel. Alors on parle du Niger, du Mali et du Burkina Faso. On parle de pays qui sont en difficulté, en tout cas qui sont fragilisés. Le Burkina Faso se remet doucement de sa période de transition. Le Mali se bat encore avec les djihadistes et les sécessionnistes du Nord. Le Niger subit, comme vous l'avez dit, Jean-Marie, les incursions de Boko Haram. Monsieur Fofana, est-ce que seuls ils parviendront réellement à combattre le terrorisme? Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de l'aide militaire de leurs voisins, ces trois pays? En tout cas, en face, les terroristes leur donnent l'exemple de mouvements transnationaux, transfrontaliers. Ne serait-ce que pour ça, ils doivent unir leurs forces, ils doivent mutualiser leurs moyens pour parvenir à éradiquer ce mal. D'ailleurs, même dans des nations mieux pourvues que nous autres en moyens militaires comme les pays européens, ils mutualisent leurs forces pour parvenir à leur fin, à la mise hors d'état de nuire de ces forces-là. On va parler d'un autre pays en difficulté, c'est le Soudan du Sud qui est encore bien loin de la paix et de la stabilité. La guerre civile déchire le pays depuis plus de 3 ans maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui a déjà renouvelé à 2 reprises, c'était en mai 2014 et en décembre 2016, le mandat de la MINUS a appelé ce 23 janvier lors d'une réunion au déploiement rapide d'une force régionale sous mandat onusien qui sera chargée de protéger les civils. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Mamba. Regardez. Le déploiement d'une force régionale au Soudan du Sud, à nouveau réclamé par l'ONU. L'envoi de 4000 soldats supplémentaires, acté en août 2016, est toujours attendu. Un contingent devant s'ajouter aux 13 000 casques bleus déjà présents sur le territoire sud-soudanais dans le cadre de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Un retard qui pourrait trouver son origine auprès des autorités sud-soudanaises. En réalité, ce que Juba ne vaut pas trop d'ingérence internationale dans cette situation, même si c'est vrai, il y a des choses horribles qui se passent dans le pays, mais ils ne sont pas tranquilles. Le gouvernement sud-soudanais, qui dans un premier temps refusait le déploiement de cette force, l'avait accepté fin novembre 2016. Face à la montée des violences, le mandat de la MINUS a été renouvelé pour 1 an en décembre 2016. Après l'échec de sa résolution prévoyant d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud fin décembre 2016, les Nations Unies veulent désormais faire du déploiement d'une force régionale une priorité. La guerre là-bas se fait sur des bases ethniques. C'est très grave la situation actuelle. Il y a une tension de plus en plus qui se développe dans le pays et donc tout cela se fait sur des bases ethniques. Donc pour empêcher et pour dissuader les partis d'entreprendre une pareille entreprise, on voudrait qu'il y ait plus de forces internationales. La guerre civile au Soudan du Sud dure depuis décembre 2013. Malgré l'accord de paix signé en août 2015, les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar ont fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3 millions de déplacés.
Bon, rien ne change, hein. Ce n'est pas la première fois que l'ONU demande le déploiement d'une force régionale au Soudan du Sud, un déploiement qui prendrait du temps manifestement à cause de problèmes administratifs et de désaccords autour de la sécurité de l'aéroport de Juba. Jean-Marie, honnêtement, n'y a-t-il pas au Soudan du Sud certaines parties prenantes au conflit qui feraient preuve de mauvaise foi et de mauvaise volonté? Tout à fait, Amira. Tout simplement pourquoi? Regardez, c'est un conflit qui dure maintenant. Vous avez eu des dizaines, c'est-à-dire des dizaines, des milliers de morts là-dedans. Et vous avez pratiquement des millions de personnes, c'est-à-dire qui sont des victimes de cette guerre-là, qui sont des réfugiés de guerre aujourd'hui. 3 millions de réfugiés. 3 millions de réfugiés, donc c'est énorme, tout simplement. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez deux individus qui sont le président Salva Kiir et son ancien Premier ministre qui ne veulent pas s'entendre. Et quelle est la victime là-dessus? Directe et collatérale, c'est la population. Mais moi, j'en reviendrai sur un autre point, c'est que on nous parle d'une force de 13 000 hommes. 13 000 hommes sur place ne peuvent pas venir à bout avec le niveau d'armement que ces gens-là possèdent, venir à bout d'une petite armée, puisque c'est une force multinationale. En rajouter 4 000 supplémentaires, comme c'est préconisé, si vous voulez, dans l'accord, qu'est-ce que ça va changer? Je me dis tout simplement que l'Afrique aujourd'hui doit devenir majeure. Je prendrai tout simplement l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie. Si les Africains attendent toujours que ce sont les autres qui viendront résoudre nos problèmes de l'extérieur, malheureusement, nous n'y parviendrons pas si nous ne prenons pas à bras le corps nos propres problèmes. Alors rappelons que c'est après un accès de violence entre rebelles et forces régulières au mois de juillet dernier que les Nations Unies avaient autorisé justement le déploiement de 4 000 soldats supplémentaires devant s'ajouter aux 13 000 casques bleus déjà présents au Soudan du Sud. Des soldats supplémentaires qui manifestement n'ont rien changé. Monsieur Fofana, la preuve, la situation est toujours bloquée puisque la MINUS n'a pas fait évoluer les choses. Le mandat de cette force régionale devra être différent de celui de la MINUS. Exactement. Parce qu'on a vu les limites du mandat de la MINUS. Et il faut, pour mettre fin à cette situation, comme il l'a tantôt dit, il faudrait... c'est en cela que la situation gambienne donne à réfléchir. J'espère que ça fera jurisprudence pour tous qui seront tentés par telle aventure. Et il faut qu'au niveau régional, les choses soient prises en compte, en main et en charge, avec les moyens qu'il faut pour venir à bout de cette situation. Ça dure déjà depuis 3 ans avec sa cohorte de milliers de populations errant à travers dans des situations précaires. Et il faut y mettre fin. Et pour y mettre fin, il faut qu'il y ait une prise en charge sous-régionale. Je crois fermement à cette solution. Alors, Jean-Marie, le mandat de cette force régionale devra obligatoirement être offensif, n'est-ce pas? Il devrait, de mon point de vue, justement, c'est ce que je voulais vous dire, Amira, c'est que ce mandat-là devrait être un mandat offensif. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le Soudan a été divisé en 2 États. Le Soudan est victime de quoi? Du fait qu'il y a du pétrole au Soudan. Et il faudrait quand même de temps en temps qu'on pose les vérités sur la table. Quels sont les partis qui ont d'abord occasionné la scission du pays en 2 États? On connaît les Est-ce qu'il y a des intérêts, Jean-Marie, qui nous échappent, qui pourraient expliquer pourquoi personne ne bouge depuis plus de 3 ans maintenant? C'est clair, Amira, c'est clair. Tout simplement pourquoi vous avez le pétrole du Soudan, c'est-à-dire qui attire des convoitises dans tous les sens. Même si aujourd'hui on nous dit que le pétrole, si vous voulez, ce sont les États en souffre tout simplement en termes de recettes, mais ce pétrole-là sert à d'autres États, au développement d'autres États en dehors de l'Afrique. Et ce sont ces États-là, si vous voulez, qui maintiennent quelque part le statu quo. Tout à l'heure, là, j'ai parlé de des forces, si vous voulez, multinationales qui sont sur place. Je n'arrive pas à comprendre que vous avez une force relativement bien armée. Si vraiment la communauté internationale voulait armer sérieusement la force multinationale en place, je pense que cette force en viendra à bout de nos armées. Notre invité vient d'en parler là tout à l'heure. Quelle est la capacité, c'est-à-dire qu'ont nos armées en termes d'armement en tant que tel? Il n'y en a pas. Et que vous ayez en face une force multinationale qui n'arrive pas à en venir à bout depuis 3 ans, si vous voulez, d'un conflit qui a déjà fait des milliers et des milliers de morts, c'est que quelque part, il y a des responsabilités internationales qu'il faut pointer du doigt là-dessus. Monsieur Fofana, pourquoi a-t-on laissé la situation se gangréner ainsi? On parle d'un conflit qui a commencé en décembre 2013. Et on en parle depuis décembre 2013. Donc ça veut dire qu'on a bien vu la situation évoluer et que personne n'a bougé. Pourquoi? Très bonne question.
cette situation profite forcément à une partie, laquelle, peut-être même pas aux deux parties impliquées dans le conflit. Il y a à la base un manque de volonté politique et une définition d'un mandat clair. Un mandat, il ne faut pas une force d'interposition qui reste là à compter les coups que se donnent les uns et les autres. Il faut une force d'interposition avec un mandat offensif pour mettre fin à ce conflit et pour mettre fin à la souffrance de ces populations. Des Sud-Soudanais, bien évidemment. On rappelle un conflit qui a commencé en décembre 2013, qui a fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3 millions de déplacés. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom et le dossier du jour consacré aujourd'hui aux logements sociaux en Guinée. A tout de suite.